Le président de la République à l'Assemblée générale des Nations Unies, Ibeka, était aujourd'hui à la tribune lors d'une session spéciale consacrée à la situation au Mali. Célébration de la journée mondiale du tourisme ce samedi. Malgré la crise, le secteur national connaît des résultats encourageants. Plus de 7 milliards de francs CFA investis, 21 000 emplois directs créés en 2013, des chiffres annoncés ce matin lors d'une rencontre dédiée à cette journée. Et puis, la musique au rendez-vous dans ce journal avec le Tamani d'Or 2014. La soirée des galas, c'était cette nuit au CICB, un rendez-vous placé cette année sous les signes de la célébration de la paix. Le film dans cette édition avec Modibo Soirée. Les titres de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous ouvrons cette édition par une très bonne nouvelle. Du côté du sport, le Mali qui a remporté l'afro-basket féminin des moins de 18 ans au Caire, victoire 73-65 face à l'Égypte. Nos filles ont réalisé au Caire un parcours sans faute dans la compétition des 7 victoires. Dans la compétition des 7 victoires en autant de matchs. Et il s'agit là du 5e trophée du Mali en 13 éditions. Le Mali et l'Égypte représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde de la catégorie prévue en 2015 en Russie. Avant son départ ce soir pour Alger, le ministre des Sports, Ousseini Amion-Guindo, a au nom du gouvernement félicité les joueuses, leur encadrement technique et la Fédération malienne de basketball pour ce brillant succès. Le ministre remercie par la même occasion l'ensemble du mouvement sportif et tout le peuple malien pour leur soutien sans faille à l'équipe nationale. L'Association des journalistes sportifs du Mali adresse également ses félicitations aux joueuses pour ce sacre. L'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité nationale du Mali ne sont pas négociables. Conclusion d'une session spéciale consacrée au processus politique en cours au Mali. La réunion a été coprésidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et le secrétaire général des Nations Unies. Nous en parlerons dans un instant avec nos envoyés spéciaux à New York. Mais avant, sachez que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est à la tribune des Nations Unies aujourd'hui. Occasion pour lui de revenir largement sur la situation politico-sécuritaire du pays. Nous vous proposons ici un extrait de cette intervention du président de la République, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré, Brahima Koulibaly et Demba Wane. L'année dernière, du haut de cette tribune, j'annonçais le retour de mon pays, le Mali, parmi les nations libres et démocratiques, avec la ferme détermination d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune et notre histoire nationale. J'annonçais également l'amorce d'un dialogue de paix pour la réconciliation nationale, conformément aux dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'accord préliminaire signé le 18 juin 2013 à Ouagadougou, entre le gouvernement de la République du Mali et les groupes armés du Nord. Depuis cette date, Monsieur le Président, je puis vous dire que des évolutions significatives ont été enregistrées dans le domaine politique et sécuritaire, en matière de rétablissement de l'ordre d'autorité de l'État, de la protection des droits de l'homme, du développement de l'action humanitaire, de l'exécution du mandat de la MINUSMA, la mission de stabilisation des Nations Unies pour le Mali, et la coordination de l'action de développement et partenariat avec l'ensemble de la communauté internationale. Dans ce contexte, le gouvernement du Mali a engagé une large gamme d'actions couvrant la décentralisation, c'est-à-dire une dévolution encore plus radicale de compétences jusque-là détenues par l'État central, la réconciliation nationale et le vivre ensemble, le développement effectif des régions du nord du Mali, la bonne gouvernance ainsi que une lutte résolue contre la corruption et l'impunité. Participe de cette dynamique l'organisation par le gouvernement d'une série de rencontres et d'opportunités de dialogue, dont on peut citer les États généraux de la décentralisation et les assises nationales sur le nord du Mali. Ces rencontres ont permis, de manière inclusive et participative, à tous les acteurs nationaux de se mettre ensemble, d'identifier les faiblesses structurelles de notre système politique et institutionnel et de jeter les bases d'une nouvelle gouvernance démocratique. Celle-ci prendra en compte les réalités profondes de notre société, telles que sa diversité ethnique et culturelle, les points forts qui ont permis au peuple malien d'assurer
est de maintenir tout au long des siècles, malgré toutes sortes d'aléas de nature et des aléas également politiques et répétitifs, sa cohésion sociale et sa résilience coutumière, ainsi que l'aspiration fondamentale à l'amélioration continue de ses conditions économiques et sociales. Aujourd'hui, se tisse en Alger, avec la facilitation de l'Algérie, que nous voudrions ici saluer du haut de cette tribune pour tous les efforts qu'elle fait pour aider le Mali. Et la communauté internationale également se tisse aujourd'hui en Alger les fils du dialogue inclusif intermalien sur une paix globale et nous pensons, espérons, soutenable et durable, répondant ainsi aux aspirations profondes de notre peuple. Un premier round de pourparlers tenu en Alger du 16 au 24 juillet 2014 aura permis d'aboutir à la signature conjointe d'une feuille de route consensuelle et d'une déclaration de cessation des hostilités dans les régions du nord du Mali. Le gouvernement et les groupes armés du nord du Mali poursuivent depuis cette date des discussions qu'on appelle la deuxième phase. Et elles doivent, ces discussions-là, conduire à des négociations approfondies pour une vision commune du futur et apporter progressivement une solution durable à tous les points de divergence de vue et amorcer la phase finale devant se conclure par un accord de paix, cette fois-ci intermalienne. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tribune des Nations Unies aujourd'hui. L'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité nationale du Mali ne sont pas négociables. Conclusion d'une session spéciale consacrée au processus politique en cours dans notre pays. La réunion a été co-présidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. La communauté internationale invite l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus à soutenir le dialogue politique en cours. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Autour du président de la République et du secrétaire général des Nations Unies, l'ensemble des acteurs internationaux impliqués dans le règlement de la crise au nord du Mali. Cette réunion vise à soutenir le processus politique en cours. Le secrétaire général de l'ONU y croit fermement. Ban Ki-moon réitère l'engagement et le soutien des Nations Unies à aider le pays à retrouver au plus vite la normalité. La paix et la stabilité doivent revenir au Mali pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux, pour que les droits de l'homme soient protégés et pour que les services publics puissent être rétablis, pour que le développement puisse avancer et pour que les institutions chargées de la justice et de la sécurité puissent, une fois réformées, jouer leur rôle essentiel qui leur revient. Le président de la République a axé son intervention sur les pourparlers intermaliens qui se tiennent actuellement à Alger. Ibrahim Boubacar Keïta se réjouit de la démarche en cours, mais insiste sur le respect de la feuille de route adoptée par les deux parties. C'est un document consensuel qui détermine la voie à suivre pour les pourparlers inclusifs intermaliens. Il énonce les règles strictes arrêtées par le Conseil de sécurité gouvernant le processus. Le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de l'unité nationale, ainsi que de la forme républicaine et laïque de l'État. Le chef de l'État en appelle aussi à la bonne foi et au courage politique des mouvements armés pour la réussite du processus engagé. Et l'appel du président Ibeka est on ne peut plus clair. Je suis déterminé à parvenir à la paix par la voie du dialogue. Je n'ai pas d'alternative à la paix. Il en est de même pour mon gouvernement. En conséquence, je voudrais vous demander d'agir plus vigoureusement auprès de nos frères et sœurs des mouvements armés. Ils doivent se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et agir pour le succès d'Alger. Nous avons convenu d'une feuille de route. Nous avons également un accord préliminaire qui a été conclu à Ouagadougou. Suivons ces deux documents de base et nous nous en trouverons bien. À cette 69e Assemblée générale des Nations Unies, la voix du Mali aura été fortement portée, très entendue. Pour relever les multiples défis, le président de la République et l'ensemble du peuple malien bénéficient encore une fois d'un soutien de taille, celui de la communauté internationale. Et les réactions qui ont été très nombreuses à l'issue de cette réunion, chacun y va de son opinion à lui. Nous vous en proposons quelques-unes ici au micro de nos envoyés spéciaux. Suivez. À l'unanimité des participants,
L'idée a été de dire qu'il n'est pas question de toucher à l'intégrité du territoire du Mali, il n'est pas question de toucher à l'unité de l'État malien, il n'est pas non plus question de toucher à certaines institutions, notamment leur caractère laïque, ces institutions-ci. Après cela, évidemment, les discussions doivent traiter de tout le reste. L'intégrité et l'unité du Mali sont tout à fait essentielles. Simplement, il faut trouver des modalités pour que les populations du Nord se sentent intégrées. Quelles modalités ? Alors, je pense qu'il ne faut pas se focaliser, comme on dit, sur un concept. Il faut mieux prendre les choses d'une autre manière, c'est-à-dire voir vraiment qu'est-ce qu'on souhaite donner comme compétences aux régions, comment aborder les questions financières, comment aborder les questions sécuritaires. Ensuite, on trouvera un nom à tout ça. Que tous les négociateurs s'inscrivent dans le cadre des principes arrêtés et reconnus par la CEDEAO et la communauté internationale, à savoir l'unité du Mali, l'intégrité territoriale du Mali, le caractère laïque de son État. Sous réserve de ces principes, la CEDEAO est prête à accompagner le processus d'Alger et se réjouit de l'adoption d'une feuille de route consensuelle. Ban Ki-moon a tout réaffirmé deux choses. Le premier, c'est la nécessité d'avoir une vraie offre de paix, de parler. Le deuxième, que ça doit être sur la base de l'intégrité territoriale, la souveraineté et le caractère laïque républicain de l'État. C'est cette combinaison, je crois, qui a montré le soutien de la communauté internationale avec beaucoup de pays pour le processus en Alger, pour la nécessité pour tous les partis d'avancer et de respecter les grandes traditions maliennes. Les grands principes, intégrité nationale, unité, n'ont jamais été mis en question par personne dans la communauté internationale. C'est évidemment la base du consensus malien, la base de l'équilibre du pays. Et au sein des accords d'Alger auxquels je participe activement, au sein du processus d'Alger, personne dans la communauté internationale n'a pu laisser penser quoi que ce soit qui irait à l'encontre de ça. Je crois qu'en réalité, tout le monde est bien convaincu qu'il faut trouver un processus inclusif, ça a été dit. Il faut que chacun trouve sa place. Il faut le dialogue le plus large possible. Pour autant, bien évidemment, dans le cadre des grands principes que vous avez rappelés, en dehors desquels il n'y a aucune solution possible. Et en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères d'Algérie, Ramtan Lamra, est venu faire le point pour parler au chef de l'État. Il a insisté sur le respect de la feuille de route signée par le gouvernement et les mouvements armés. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Les pourparlers ne sont ni interrompus ni suspendus. Simplement, nous avons des obligations et il était programmé qu'il y aurait des étapes. Et ces étapes-là sont en train de se dérouler ainsi qu'il a été convenu. Il y aura des réunions actives de la médiation, de l'équipe de médiation, pour pouvoir analyser tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait pendant les phases précédentes et envisager ensemble l'avenir. Nous allons incontestablement continuer le travail et je puis peut-être avoir l'indiscrétion de vous dire que nous comptons même accélérer la cadence. Plusieurs semaines quand même de négociations. Qu'est-ce qui a marché concrètement? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Écoutez, c'est l'évaluation que nous allons faire. Nous avons obtenu beaucoup de bonne volonté. Je crois que les Maliens ont appris à se parler, à se parler respectueusement, mais à se parler également très franchement. Et rien n'interdit à chacun d'exprimer des opinions de départ pour faire l'objet d'une discussion dans un esprit fraternel et arriver au bout du compte à des solutions qui soient acceptables pour tout le monde. 2000 ou 3000 personnes sont sorties pour manifester à Bamako contre la division du Mali. Est-ce que vous en avez parlé? Je suis au courant de cette manifestation. Vous pensez bien que nous sommes à l'écoute des pulsions de la société malienne et que
la démocratie, la diversité, le pluralisme, la liberté d'expression ont tout naturellement leur place dans ce processus de négociation. Et de toute évidence, la médiation, le processus dans son ensemble devrait pouvoir aller de l'avant, et plus nous avancerons, plus je crois les appréhensions, les incertitudes seront levées les unes après les autres. Toujours à New York, le président de la République a pris part à un déjeuner de travail sur le trafic illicite des espèces protégées, avec un focus sur le cas de l'éléphant, une initiative du président Ali Bongo Ondimba du Gabon pour attirer l'attention de ses pairs et de la communauté internationale sur le danger qui pèse sur le pachyderme menacé de disparition à cause du braconnage qui s'accroît. Et puis cette autre rencontre du président Ibeka avec la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires politiques Wendy Sherman. Nous faisons le point avec nos envoyés spéciaux Daisy Soko Dembawan. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Wendy Sherman, est venue échanger avec le président de la République sur les derniers développements de l'actualité du pays. Elle a réaffirmé l'engagement des États-Unis à poursuivre son accompagnement pour faciliter le processus de paix déjà enclenché. Nous sommes venus donc indiquer notre appui au président de la République du Mali et au peuple du Mali. Comme vous savez, en ce moment, il y a un processus de paix et de réconciliation qui est en cours en République du Mali. Et donc nous sommes venus avec notre expertise, apporter notre appui et notre soutien au président de la République du Mali et au peuple du Mali. Thank you very much. Auparavant, le président de la République avait pris part à un déjeuner de travail de haut niveau sur le trafic illicite des espèces protégées, initié par le président gabonais Ali Bongo Ondimba en partenariat avec l'Allemagne. Selon le président Bongo, le problème du trafic illicite, surtout le trafic des éléphants, représente une perte de 25 milliards de dollars par an et est devenu un défi pour la sécurité, tant ceux qui s'y adonnent sont de plus en plus agressifs. Il a exhorté la communauté internationale à intensifier la coopération pour trouver des solutions efficaces à ces activités illégales. Un sujet qui a fortement intéressé le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, car ces activités illégales sont également monnaie courante au Mali, notamment dans le Gourma, et menacent les derniers éléphants de la zone sahélienne, qui sont moins de 500 et qui ont été également victimes, entre autres, de la crise sécuritaire. Les participants au déjeuner de travail ont estimé que de telles initiatives doivent s'intensifier pour aller vers une synergie d'action pour sauver les espèces protégées. Le Premier ministre également à l'étranger, Moussa Mara, a quitté Bamako hier à destination de Paris en France, Istanbul en Turquie et Bruxelles en Belgique. Dès son arrivée, il a présidé la cérémonie d'inauguration de l'annexe de l'ambassade du Mali dans le 20e arrondissement avant de rencontrer les autorités communales de Montreuil, ville jumelée à Ilimané en première région. Moussa Mara s'est également entretenu avec plusieurs personnalités politiques françaises. Demain dimanche, le Premier ministre en Turquie et c'est pour participer au Forum économique mondial d'Istanbul sur les investissements. Et là-bas, il va rencontrer les autorités de ce pays. Le chef du gouvernement effectuera une visite à Bruxelles où il aura des entretiens avec les personnalités du premier plan, notamment le commissaire européen Andris Piebalgs et Louis Michel, député européen. La rentrée des classes au Mali est fixée au 7 octobre prochain, à une dizaine de jours de l'échéance. Le ministre de l'Éducation, Togola Jacqueline Nana, était aujourd'hui devant la presse au menu des échanges avec les journalistes, les grandes lignes de la politique du gouvernement, les réalisations, mais aussi les résultats attendus. Nous faisons le point avec Mamourou Sidibé. Devant la presse, Madame le ministre a rappelé l'évolution récente qu'a connue l'école malienne pour ensuite aborder les perspectives. Le déplacement massif du personnel enseignant des zones affectées par le conflit armé en particulier a conduit les autorités scolaires à procéder d'abord à un recensement de ce personnel. Ensuite,
à son redéploiement provisoire dans les régions ayant accueilli les élèves déplacés. Ce redéploiement a concerné 4089 enseignants en juin 2013. C'est ainsi que des mesures d'accompagnement ont été prises aussi bien au profit du personnel déplacé que celui resté sur place. Il s'agit d'octroyer à chaque agent la somme de 100 000 francs payés au départ de Bamako et 150 000 francs à l'arrivée dans leur lieu d'affectation, ajoutera Mme le ministre. Elle a aussi fait allusion au recrutement. 2132 enseignants mis à la disposition des structures d'enseignement et 942 contractuels intégrés à la fonction publique des collectivités territoriales. Dans plusieurs localités du pays, le département procédera à la construction, réhabilitation ou équipement des salles de classe. La stabilité de l'école, la fraude, les manuels scolaires, la formation continue ont été entre autres sujets de discussion. Nous avons préconisé des mesures pour la sécurisation des examens à venir et également sécuriser nos diplômes avec des stickers. Pour une année scolaire réussie, le ministre a sollicité l'accompagnement des journalistes avant d'annoncer le lancement de la rentrée scolaire 2014-2015 à Gao. Plus de 7 milliards de francs CFA d'investissement et près de 21 000 emplois directs créés. Des résultats obtenus en 2013 par le tourisme malien. Des chiffres annoncés ce matin par les acteurs du secteur. Ils étaient réunis au Musée national et c'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme en 2014. Le thème retenu sur le plan national est la contribution du tourisme au développement local. Un reportage de Chakoumar Sangaré. La Journée mondiale du tourisme 2014 est célébrée au moment où les autorités maliennes œuvrent à la relance du secteur durement touché par la crise. Ainsi, depuis un certain temps, le département chargé du domaine multiplie les initiatives visant à diversifier et relancer du coup les activités touristiques. L'activité phare de la célébration de cette Journée mondiale du tourisme a été une conférence débat. Au centre des échanges, la contribution du tourisme à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les communes touristiques du Mali, cas de Mopti, qui est une vitrine en la matière. Malgré les difficultés du moment, les chiffres indiquent que le secteur du tourisme se réveille lentement mais sûrement. À titre d'exemple, le pays a enregistré en 2013 plus de 140 000 visiteurs pour près de 21 000 emplois directs. 5 milliards 260 millions en 2012, nous nous sommes retrouvés à 7 milliards 658 000 et quelques. Ça veut dire que les investissements aussi dans le domaine ont progressé malgré la crise profonde que nous sommes en train de traverser. Je rappelle que l'ambition du gouvernement est de faire de notre tourisme un catalyseur de développement local. Nous ne ménagerons aucun effort pour ce faire. Tourisme et développement communautaire, c'est le thème retenu par l'Organisation mondiale du tourisme pour cette Journée mondiale du tourisme 2014. La MINUSMA qui aide au renforcement des capacités des magistrats et avocats maliens dans la prise en charge des procédures judiciaires relatives aux cas graves de violations et abus des droits de l'homme. Un atelier de 5 jours était initié pour cette cause et une conférence de presse est organisée sur la rencontre. Mamourou Sidibé a suivi pour Mali Actualité. Après avoir initié une formation à l'intention de 70 magistrats et avocats du Mali sur le droit de l'homme, le droit pénal international et la justice pénale internationale, la MINUSMA a rencontré la presse malienne. Cette rencontre, c'est pour lui expliquer l'objectif de la formation et le rôle des bénéficiaires dans la prise en charge de façon efficiente des procédures judiciaires. Au lieu de parler des insuffisances, moi je préfère parler de besoins. Et il y a des besoins réels pour la justice malienne d'être renforcée dans les connaissances et les techniques relatives aux enquêtes et au traitement des crimes graves et des crimes contre l'humanité ainsi que des violations graves des droits de l'homme qui ont été commis sur le territoire malien. Comme il s'agit désormais pour nos magistrats de dire le droit par rapport à la justice pénale internationale, les inquiétudes et les questions des journalistes ont été, entre autres, comment occuper tout le territoire national pour dire le droit, comment se fera la collaboration Cour pénale internationale et justice malienne, la libération des détenus au nom de la réconciliation ne va-t-elle pas jouer sur la justice? Les initiateurs de cette conférence ont souhaité que le contenu de l'atelier de formation des magistrats soit soumis à une large diffusion.
Le réseau des femmes africaines et ministres parlementaires a animé une conférence de presse sur le thème l'alphabétisation des femmes au Mali. Le thème débattu était enjeux et perspectives pour améliorer la participation des femmes à la vie politique et publique. Fatoumata Kone. Quel enjeu et perspective pour améliorer la participation des femmes dans la vie publique et politique? La question était au centre d'une conférence débat organisée par le réseau des femmes africaines et ministres parlementaires. À travers cette conférence, les femmes veulent attirer l'attention des décideurs sur le sujet. Il s'agit de voir dans le futur comment on pourrait accélérer le développement par le biais de l'éducation. Donc comment l'alphabétisation pourrait-elle contribuer à travailler dans le sens d'une meilleure participation des femmes à la vie publique et aux responsabilités politiques. Les difficultés d'accès à l'éducation de base, les obstacles de l'alphabétisation des femmes rurales sont entre autres sujets évoqués au cours de cette rencontre. Le réseau considère que des activités comme l'alphabétisation favorisent l'autonomisation des femmes. Le Réforme Mali, son objectif principal est de contribuer au bien-être et à la promotion politique, économique et sociale des femmes, de renforcer la collaboration entre l'exécutif et le législatif et d'initier toute action permettant d'accroître la participation des femmes à la vie publique et à l'exercice des responsabilités politiques. Cette activité aujourd'hui est une activité qui est la bienvenue et que ça va être démultiplié au niveau peut-être des communes et de toutes les régions du Mali. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la journée sur l'alphabétisation au Mali. Au programme, conférence débat, formation et sensibilisation des acteurs de l'éducation sur l'alphabétisation pour ne citer que ceci. Les femmes de certaines associations ont profité de l'occasion pour présenter des poèmes en langue nationale. Le rôle de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'éducation, la culture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le thème est au centre d'un séminaire à l'intention des parlementaires du Mali organisé par l'Assemblée nationale et ses partenaires. La rencontre vise à renforcer les compétences des participants dans ces domaines. Moussa Fane, reportage. Le Parlement est l'un des piliers de la démocratie. Un accent particulier doit donc être mis sur le renforcement des capacités des députés. C'est pourquoi l'Assemblée nationale et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD organisent cette session de formation. Une formation qui porte sur la mise en œuvre des politiques publiques, de l'éducation, de la culture et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le séminaire vise à consolider les relations entre les départements ministériels et les représentants du peuple à l'hémicycle. Nous recevons de nombreuses personnalités pour nous faire partager leur expertise des problèmes de l'éducation, de la culture et des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui jalonnent notre quotidien. Elles nous aideront à rechercher avec tous les participants les opportunités que le Mali pourrait saisir. La rencontre devra permettre aux parlementaires d'ouvrir de nouvelles opportunités dans l'univers numérique. C'est là pour le renforcement de la bonne gouvernance. L'Assemblée, dans son rôle de législation, a besoin de comprendre les secteurs qui sont les secteurs de la communication, les nouvelles technologies et de l'économie numérique. Comprendre ces secteurs pour pouvoir donner peut-être une validation ou adopter les textes ou les initiatives du gouvernement. La session regroupe les députés de l'Assemblée nationale et les représentants des départements ministériels de l'éducation, de la culture et de la communication. Cheikh Mokhtari Diarra, ambassadeur du Mali en France, ambassadeur du Mali donc au Portugal avec résidence en France, a présenté ce jeudi 25 septembre 2014 ses lettres de créance à Aníbal António Cavaco Silva, président de la République portugaise. Au cours de l'entretien, Cheikh Mokhtari Diarra s'est engagé à tout mettre en œuvre pour renforcer davantage la fructueuse coopération qui existe entre le Portugal et le Mali. Le président Aníbal Cavaco Silva, lui, a salué les efforts du Mali pour le retour de la paix par le dialogue et a chargé l'ambassadeur Diarra de transmettre au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et au peuple malien ses salutations amicales.
Le centre hospitalier universitaire de dentostomatologie a tenu la 36e session de son conseil d'administration. À l'ordre du jour, examen et adoption du procès-verbal de la 35e session, le rapport final d'activité 2013, le projet de tarification de certains actes du CHU Sénos et le budget 2014 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1,5 milliard de francs CFA. Khadija Toukone nous faut les points. Le centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie est une structure de 3e référence qui prend en charge des maladies de la bouche et des dents. Il ressort de cette 36e session ordinaire de son conseil d'administration qu'elle est confrontée à d'énormes difficultés. Mais les dirigeants sollicitent l'accompagnement des autorités de tutelle pour relever les défis. La construction du nouveau siège procède de cette démarche et a pour objet d'augmenter les capacités d'offre des services du CHU Sénos afin de mettre à la disposition des prestataires et du public des locaux plus adaptés. Le développement des services tels que souhaité et proposé par le projet d'établissement atteint ses limites avec l'exécuté des locaux actuels. La nouvelle équipe que j'ai l'honneur de diriger est consciente des défis que le CHU Sénos doit relever. Notre mission nécessite une constante vigilance face aux évolutions médicales, scientifiques, mais aussi sociétales. Ce centre de référence national a officiellement ouvert ses portes le 10 février 1986 et son objectif est d'améliorer l'état de santé bucco-dentaire des populations. Il intervient également dans la formation des cadres et techniciens du domaine sanitaire. À Koulikoro, c'est parti depuis hier, vendredi, au terrain de Koulikoroba pour la première édition de l'opération de vente promotionnelle de moutons de Tabaski, une initiative du gouvernement à travers le programme de développement des zébus morts Prodesem, correspondance Ousmane Koïta. C'est ici, au terrain de Koulikoroba, que le temps de cette première édition de vente promotionnelle de moutons de Tabaski a été donné. Les prix varient entre 25 000, 50 000, 75 000 et 100 000 francs CFA. Cette initiative du gouvernement, à travers le programme de développement des zébus morts, permet aux populations de disposer de moutons de fête à prix abordable. Les opérations du genre visent un triple objectif. Premièrement, elles permettent de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des revenus des agro-éleveurs et passeurs par la promotion et le développement durable des filières de production animale. Deuxièmement, elles s'inscrivent dans le cadre de la valorisation des productions animales, un des axes majeurs de la volonté stratégique du département de développement rural. Enfin, elles permettent l'accessibilité aux moutons de Tabaski à beaucoup de chefs de ménage à des prix assez abordables par la stabilisation des prix des marchés sur les autres marchés. Pour la direction régionale de production et industrie animale, organisatrice de la foire, l'initiative du gouvernement est salutaire. Toutefois, pour cette première édition dans la capitale du Méguétan, beaucoup reste à faire. On peut dire que ce n'est pas facile parce que pour quelque chose qu'on commence une première fois, il y a toujours des contraintes. Et les opérateurs qui sont ici, d'abord, n'ont pas tout de suite confiance. Ils pensent qu'on pouvait les mettre dans un carcan, alors que mais petit à petit, avec la persuasion, avec la sensibilisation, ils ont pu vraiment adhérer à l'opération. Il faut signaler que le public est au rendez-vous de cette foire promotionnelle. Pour les vendeurs et acheteurs, certains prix sont abordables. Plus de 200 000 tonnes de coton-graines pour la filiale sud CMDT sur les 600 000 attendus. Le compte à rebours a commencé. L'administrateur général de la filiale sud était cette semaine dans les zones de Kadiolo et c'était pour lancer la campagne de récolte mais aussi passer les derniers messages pour une production de qualité. Correspondance Sekou Konaté. Première étape, le secteur de Kadiolo, dans les zones de production de Lofigué et Diomatene. Dans l'exploitation de Sidiki Berté à Lofigué, où l'administrateur général a lancé la campagne de récolte, la superficie emblavée est de 15 hectares, tout comme l'exploitation de Madou Bengali à Diomatene. L'état qu'offre les champs est à hauteur d'attente. Nous sommes en fin d'hivernage. Il y a beaucoup de cotonniers qui sont en floraison encore et avec des jeunes capsules. Et pour insister les producteurs à faire le dernier traitement. Le problème de rendement cette année était un défi. Et pour avoir 220 000 tonnes dans notre filiale, il faut faire 1 tonne 100. Et si déjà on a 1 tonne 100, ça c'est beaucoup et on prie Dieu pour qu'on ait les 228 000 tonnes cette année. Malgré ce réel espoir, la vigilance doit rester de mise quand on sait que des pluies continuent de tomber et que des insectes et vers peuvent faire leur apparition dans les champs. C'est de continuer le dernier traitement parce que la campagne n'est pas finie encore.
Il y a certaines parcelles qui ont besoin encore d'un traitement. Il y a d'autres 2, voire 3 traitements. Donc ça, c'est très très important en fin de cycle. Donc on peut sauver non seulement beaucoup de capsules, beaucoup de fleurs, mais on peut préserver aussi la qualité. À Sougoula, deuxième étape de cette descente sur terrain, l'administrateur général est venu voir les parcelles d'expérimentation des semences produites par la recherche. Une visite qui aura permis de mesurer les performances de ces variétés nouvelles avant leur mise à disposition des producteurs. Plus d'1 milliard de francs CFA, le montant d'une convention de financement que le Conseil régional de Ségou a signé avec ses collectivités décentralisées. La somme est destinée au financement d'infrastructures diverses, dont 8 boucheries dans les différents cercles de la région. C'est une correspondance de Kandesila. La présente cérémonie de signature entre le Conseil régional et ses collectivités décentralisées matérialise une convention de partenariat entre la région de Ségou et l'Union européenne. Cette convention concède au Conseil régional un montant de plus d'1 milliard de francs CFA pour la réalisation des infrastructures dans les différents cercles. Il s'agit de boucheries modernes, 2 à Ségou et 1 dans tous les cercles de la région. 2 marchés à bétail de 2 hectares chacun, dont 1 à Ségou, commune rurale de Pélégrana, et le second à Mono, village de Heramagono, en commune urbaine de Nyono. Aménager des périmètres pour la production d'échalotes et de tomates dans le secteur du Paraouli. En apposant leur signature, les maires, les présidents des conseils de cercle s'engagent à s'investir dans la réalisation, le transfert de ces infrastructures ou à leur exploitation judicieuse. Actuellement, la régionalisation constitue quand même une source, en tout cas, de solutions pour des difficultés que notre pays connaît. Et cela constitue en tout cas une mise en œuvre, un démarrage déjà au niveau de la région de Ségou. Aussi, le directeur de cabinet invite le conseil régional et les collectivités bénéficiaires à une synergie d'action, gage de la réussite du programme. L'aménagement débloque 48 millions de francs CFA pour la réhabilitation des brigades de gendarmerie de Niafunke et de Gundam en 6e région. Le chef de la composante police-munissement et le directeur général adjoint de la gendarmerie nationale viennent de procéder à l'inauguration des bâtiments ainsi rénovés. La cérémonie a également été marquée par la remise de motos et d'équipements informatiques. Une correspondante de Al-Moser Al-Kamissa Yata. La réhabilitation des brigades de gendarmerie de Niafenke et de Gundam est le fruit d'un protocole d'accord sur le renforcement des capacités du secteur de la sécurité entre la MINISMA et le gouvernement du Mali. C'est dans ce cadre que le chef de la composante police-MINISMA et le directeur général adjoint de la gendarmerie nationale, accompagnés d'une forte délégation, viennent de procéder à l'inauguration des bâtiments ainsi rénovés. Les populations de Niafenke sont en travail et apprécient à leur juste valeur les travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs, de sécurité et leur équipement par l'État et les partenaires. En effet, la réhabilitation des locaux de la brigade de la gendarmerie de Gundam, la dotation de la même structure en équipement informatique et matériel roulant constituent des efforts fort appréciables. Chaque brigade a reçu 4 motos d'été, des équipements informatiques et bureautiques. L'inauguration de ces unités réhabilitées apportera certainement une plus-value au rendement des personnels de la gendarmerie des différentes localités. La brigade de Tombouctou, de Niafunke et de Gundam, ce sont 3 projets parmi d'autres en termes de réhabilitation et d'équipement. Et ces projets ont coûté pour chacune au moins 24 millions de francs CFA. Ces efforts ont été fournis par la MINUSMA pour aider les autorités maliennes, plus particulièrement la gendarmerie, à renforcer leurs capacités opérationnelles pour le bénéfice des populations. Auparavant, la délégation avait rendu visite aux notabilités de l'Éré pour s'imprégner de la situation sécuritaire.
Et puis, une mission de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP Mali, qui vient de procéder à Gao à la réception provisoire des bâtiments publics et réhabilités. Cette première phase de réhabilitation a coûté plus de 3 milliards de francs CFA au budget d'État. Une occasion pour la délégation et l'administration de Gao de lancer la deuxième phase du programme de réhabilitation après avoir installé le bureau de l'AGETIP Mali, là-bas, à Gao, correspondant de Boubacar Bablé Touré. Cette mission de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP Mali, conduite par son directeur général à Gao, visait à faire la réception provisoire des bâtiments administratifs réhabilités. Elle a concerné tout d'abord la résidence et les bureaux du gouvernorat de la région, les directions régionales du budget, du trésor, de l'urbanisme, ainsi que la maison d'arrêt de Gao. Occasion aussi pour ces techniciens d'évaluer les travaux réalisés et de recenser les insuffisances pour mieux aborder la deuxième phase. Le gouvernement a confié à AGETIP Mali le programme d'urgence pour la relance des développements du Nord. Et l'AGETIP est chargé d'exécuter ce programme dans 2 régions du Mali, à savoir Kidal et Gao. Et donc, à la date d'aujourd'hui, on arrive pratiquement vers la fin des travaux de la première phase. Cette première phase du programme d'urgence de réhabilitation et de la relance de l'économie locale a été financée à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. La deuxième phase, qui vient d'être lancée, concernera toute la région avec un budget de plus de 8 milliards de francs CFA. Elle est entièrement financée par l'État malien et mise en œuvre par l'entreprise AGETIP Mali. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la première phase et nous sommes entièrement satisfaits du travail qui a été fait. Bon, quand on donne du travail aux gens, c'est fait dans l'ensemble. Bon, on ne peut pas avoir un travail à 100% bon, mais à 98%, c'est la satisfaction. Après avoir rencontré les autorités locales, cette mission de l'AGETIP Mali a profité pour ouvrir son bureau régional. À noter que tous les travaux ont été réalisés par des entreprises locales. Direction maintenant la Mecque où tous les pèlerins maliens sont maintenant sur place. Alors pour réussir un bon pèlerinage, il faut une meilleure compréhension des rites du Hajj. Ce soir, nos envoyés spéciaux font un gros plan sur le Zul Oulefa et les interdits du Hajj. C'est avec Habib Khan, islamologue. Il répond aux questions de Moussari Maïga, Soumaïla Ouedraogo et Modibo Fofana. Zul Oulefa, c'est la porte d'entrée à la Mecque. Ceux qui viennent de l'Ouest, comme les Maliens, les Sénégalais et tous les autres pays qui commencent leur pèlerinage à partir de Médine. Il faut absolument passer par Zul Oulefa pour porter les tenues de sacralisation. À Zul Oulefa, quand on porte les tenues et qu'on fait les 2 rakats, parce qu'on doit faire 2 rakats aussi, avant de formuler l'intention en disant la Labbaik Allahumma Umratan, je réponds à ton appel, mon Seigneur, en m'acquittant de la Umrah. Et à partir de là-bas, on dit Labbaik Allahumma Labbaik jusqu'à arriver à la Mecque. C'est 450 km qu'on fait. Et pendant ces 450 km, tout ce que nous disons, tout ce qui est demandé, c'est de dire Labbaik. Avant de porter les tenues, il faut se coiffer, il faut se raser, se couper les ongles. Maintenant, quand on porte les tenues, il est interdit de se couper les cheveux ou de se raser ou se couper les ongles. Il est également interdit, quand on est en tenue de sacralisation, de demander la main d'une femme ou d'épouser une femme pendant que nous sommes en sacralisation. Nous souhaitons donc un bon Hajj à tous les pèlerins maliens qui certainement prient là-bas pour la paix et la réconciliation au Mali. Une démarche adoptée ici à Bamako par le Festival international de musique dénommé Tamani, qui bouclait hier soir sa 10e édition au Centre international des conférences de Bamako. C'était au cours d'une soirée gala baptisée la nuit du Tamani d'or. Cette manifestation culturelle initiée par l'agence Pacte Afrique, l'aménagement et plusieurs autres partenaires a récompensé des artistes musiciens, des producteurs, des journalistes, des institutions, des associations et des ONG. Le film de la soirée avec notre reporter culturel Modibo Soirée.
17 tamani ont été décernés au cours de cette soirée de remise des trophées de la musique. Contrairement aux éditions précédentes qui récompensaient les lauréats dans différentes catégories, cette année, le comité d'organisation du festival a décidé de donner une seule distinction, une particularité due au contexte de la manifestation qui s'inscrit sur le chemin du retour à la stabilité, d'où le thème central paix et réconciliation nationale au Mali. Et pour nous, le meilleur vecteur pour transmettre les informations ou la sensibilisation, c'est la musique, c'est la culture. Voilà, donc on a nos frères de Kidal qui sont venus, qui ont joué, les Gao et tout. Et je pense que des messages de ce genre, il faut souvent les refaire pour que quand même cette paix revienne très vite. Stabilité, réconciliation, paix, cohésion, union et unité, voilà les thèmes autour desquels ont convergé tous les récipiendaires de ces Tamani d'or, quand bien même qu'ils arrivent de divers horizons, de diverses activités. Ils étaient artistes musiciens, opérateurs culturels, organisateurs de festivals, responsables de collectivités, représentants d'ONG actifs dans le domaine de la culture, de la paix et du développement, porte-parole d'entreprises, représentants d'institutions. Ils se partagent tous un seul profit, celui d'artisans de la paix. La MINUSMA, à travers ma personne, se réjouit d'accompagner ce grand pays et d'accompagner chacun d'entre vous vers cette marche difficile mais sans aucun doute. Tamani d'or 2014, c'était une semaine de débats, de rencontres, de sessions de formation, d'expositions, de spectacles avec un point d'orgue, la soirée gala de remise de trophées. Et le bouquet final, le concert de clôture ce samedi sur l'esplanade du Palais de la Culture Amadou en Pateba de Bamako. Voilà, merci Modibo, soirée, très belle soirée aux couleurs de la paix. À voir en intégralité très prochainement dans le programme de l'ORTM. Maintenant, le sport, les Aiglonnais du Mali qui jouent demain, dimanche à Tunis, leur match retour qualificatif pour la CAN cadet prévue en 2015 au Niger. Vainqueurs à l'aller, 2-0, les Aiglonnais sont déterminés à arracher là-bas la qualification aux dépens de l'équipe tunisienne. Notre reporter Aldoumatina est allé les suivre à l'entraînement. C'était à Kabbalah avant leur départ. Voici son reportage. C'est fort de 2 buts d'avance que les Aiglonnais abordent ce dimanche à Tunis le match retour de l'ultime étape éliminatoire de la CAN des cadets contre les Aigles de Carthage cadets de Tunisie. Cette précieuse avance motive davantage les nôtres qui n'aspirent qu'à aller à Niamey. On va aborder ce match avec beaucoup de sérénité, de patience et beaucoup de prudence aussi. Inch'Allah, on va avoir ce qu'on cherche, Inch'Allah. On a bien préparé le match avec les consignes des coachs. On a vu le match passer. On a marqué 2 buts, mais on est resté sur terre. On travaille beaucoup, et puis Inch'Allah, ça va aller. La route pour la phase finale passe nécessairement par la rencontre de Tunis, ce qui nécessite plus d'attention et de leçons après le match aller jouer à Bamako. Ça fait à peu près combien de jours qu'on regarde la cassette. On a vu des choses vraiment qui sont intéressantes au côté tunisien. Donc maintenant, il faut essayer de faire beaucoup de corrections à ce niveau. On a vu encore des choses qui n'ont pas marché à notre côté. Il faut encore améliorer ça aussi. Contrairement à la rencontre aller, où elle a longtemps fermé le jeu, l'équipe tunisienne, à n'en pas douter, va opter pour l'offensive, en vue de refaire son retard. Une stratégie qui ne ferait point les Aiglonnais. Au regard du match aller jouer ici à Bamako, et vu le niveau de l'équipe tunisienne, la qualification est réellement à la portée de Baïba et ses poulains ce dimanche à Tunis. C'est là pourvu qu'ils arrivent à tirer des leçons de cette rencontre aller ici à Bamako où tout n'a pas été parfait. Et c'est avec plaisir que nous rappelons que le Mali a remporté l'afro-basket féminin des moins de 18 ans au Caire, victoire 113 à 65 face à l'Égypte. Nos filles ont réalisé au Caire un parcours sans faute dans la compétition de 7 victoires en autant de matchs. Il s'agit là du 5e trophée du Mali en 13 éditions. Le Mali et l'Égypte représenteront donc l'Afrique à la Coupe du Monde de la catégorie prévue en 2015 en Russie. Cette édition s'achève
s'achève. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne demain à 13h. Mais avant, il y a évidemment Actu Hebdo 12h, 13h. Directeur national des routes, notre invité, il nous parle de la problématique de l'entretien des routes en République du Mali. Actu Hebdo à suivre donc sur l'ORTM demain dimanche. Canal 12-13. Merci, passez un excellent week-end.